Après chaque conflit, après chaque guerre, un même refrain, un même leitmotiv revient dans toutes les consciences, que ce soit la der des der, c'est-à-dire que ce soit la dernière guerre des dernières guerres. Ceux qui ont vécu l'atrocité des combats, ceux qui ont vu l'horreur, sentent bien que les mots défaillent pour décrire. On ne peut pas décrire l'horreur. Et je me souviens, résidant dans un couvent allemand, juste après la guerre, juste après 1945, nous reprenions des contacts, et j'étais donc dans un couvent allemand, et revenaient les prisonniers de Russie, etc. Et je me souviens de ceux qui étaient revenus des camps de concentration, car les camps avaient commencé dès 1933 avec le nazisme, et c'était des Allemands résistants qu'on avait mis en camp, et quand il a fallu regrouper des masses de personnes, on a libéré, on a laissé partir ces Allemands, mais ils n'osaient pas parler. Ils ne disaient rien tellement ils avaient la peur d'être renvoyés dans les camps. Puis juste après la guerre, ils osaient, comme j'étais français, ils me faisaient leur confidence. Ils me disaient les horreurs qu'ils avaient vécues et comment se situer dans le temps. Eux qui avaient ouvert l'univers concentrationnaire. Comment se situer? Qui aurait prévu le Biafra, le Kosovo, le Liban, le Salvador, le Rwanda, etc. Mais alors regardons comment nous nous situons dans le passé. Nous croyons que c'est plus facile de situer le passé, de le reconnaître, de le vivre, que l'avenir. Je ne suis pas tellement sûr. L'expérience de la guerre de 1940 m'a montré qu'il y a une rupture, une ligne de démarcation décisive entre ceux qui sont nés en 1936 ou 1937, c'est-à-dire qui avaient 4 ans au moment de 1940, et ceux qui sont nés après. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ceux qui avaient 4 ans au début de la guerre ont inscrit dans leurs neurones, dans leur cerveau, une mémoire, la mémoire des bruits de bottes, des sirènes, des descentes à la cave, de l'exode, de la détresse, de la faim, du froid, etc. Que ceux qui sont nés après, même ceux qui sont nés en 1942, etc., ils ne peuvent pas imaginer, car leur mémoire n'a pas encore existé. Et quand ils ont leurs premiers souvenirs, coïncident avec un retour à autre chose que le bruit des sirènes ou des bruits de bottes, et de faire part de deuil qui annonçait les otages. Chaque fois où on voyait placarder, vous vous souvenez peut-être, vous en avez vu au moins des restes, ces affiches grandes comme ça, avec une bordure noire de faire part, où on annonçait un officier allemand a été tué dans le métro, il y aura 25 Français tués, pendus ou fusillés au Mont Valérien. Chaque fois, on tressautait. Je dénie à ceux qui n'ont pas vécu vraiment le droit de faire l'histoire de ce moment-là. Parce que forcément, ainsi va l'histoire. Elle est toujours nécessaire à remettre en route par des témoins directs, à réécrire, si elle n'est pas accrochée à la foi et à la providence. Si elle ne s'en remet pas à un jugement du suprême juge, qui est en même temps miséricorde et justice, mais une justice recréative. C'est l'intercession de Jésus et de la Vierge Marie. Alors je vous propose la parabole que je vais intituler « Les Gaulois et le grand-père et mon grand-père ». C'est pas une malice, mais le titre est très beau pour moi. « Les Gaulois et le grand-père ». Voici donc la parabole d'un grand-père qui était historien, ingénieur, très grand spécialiste. Ça a été un des grands Français qui, après la guerre, a aidé à participer à la reconstitution de l'Europe. Tous les ponts de chemin de fer, les ponts sur les voies, etc., étaient bousillés, les communications. Un de ces ingénieurs intelligents qui a procédé à la reconstitution de l'Europe. C'était Louis Armand. Et du coup, il a été obligé de réfléchir sur la prospective, sur les étapes de la reconstitution de l'Europe. Il fut spécialement, comme je vous le disais, chargé de réinventer les moyens de communication.
Où fallait-il refaire, puisque tout était à moitié détruit, où fallait-il faire passer? Et pour ça, il a dû utiliser les sciences de la prospective. Et Louis Armand a raconté cette histoire adorable, qui est une vraie parabole. Il s'agissait de sa petite fille de 7 ans. En classe, on avait demandé à sa petite fille de prendre une feuille de papier blanc, avec tous les autres élèves. Cette feuille devait être marquée, elle devait marquer d'abord une grande ligne, qui était de haut en bas, qui marquait le temps, le déroulé du temps, et l'avenir, enfin le haut marquant, allant vers le haut. En bas de la feuille, elle était chargée d'inscrire les Gaulois, tout à fait en bas, les Gaulois. Tout à fait en haut, elle devait mettre son nom de petite fille. Et puis entre les deux, il lui était proposé, demandé, de mettre 3 choses, d'inscrire 3 choses dans le déroulé du temps. 1. Charlemagne. 2. La guerre de 1914. 3. Son grand-père. Alors la petite fille avait pris sa feuille et bien attentivement, juste après les Gaulois, elle avait mis dans le bon ordre. Elle a mis dans le bon ordre Charlemagne, complètement collé à Charlemagne, la guerre de 14, puis tout contre son grand-père. Puis il y avait la page blanche, entièrement blanche selon la ligne du temps, et puis en haut, il y avait son nom. Cela enchantait Louis Armand. Pour sa petite fille, il était plus près des Gaulois ou de Charlemagne que d'elle-même. Ainsi, comment situer les choses? Même le passé, c'est pas si facile. Et nous, Jésus est présent à chaque instant. Il est le vivant. Dans le tabernacle, à la messe, ce n'est pas nous qui faisons revivre le jeudi saint, c'est Jésus qui nous tire. Il n'y a eu qu'une seule messe, celle du jeudi saint. Et Jésus nous tire à son cœur, à son adoration pour son Père. Il est le contemporain de tous les moments du temps. À la messe, il nous rend contemporains du jeudi saint, de son offertoire, contemporain du jour illuminé de Pâques. Lui seul est notre présent éternel.